Bonjour Amandine. Bonjour Sophie. Je te remercie beaucoup de venir partager ton histoire dans ce podcast, hein. C'est un parcours de vie tumultueux que tu vas nous raconter. Tu vas aussi évoquer les difficultés rencontrées, mais aussi les ressources que tu as su exploiter à l'intérieur de toi. Alors, on dit Mhm. souvent que l'on a tout ce qu'il faut, hein, en nous. Nous, on a une force incroyable pour surmonter des obstacles. Et cela s'avère véridique au travers de tous les épisodes en fait de ce podcast. Ton témoignage t'appartient, il est authentique, mais il peut résonner auprès d'autres mamans solo qui vivent la même situation. Et cela peut aussi leur redonner l'espoir que c'est possible de créer une vie alignée, épanouie et pétillante en étant maman solo. Amandine, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots afin que les auditrices ou auditeurs fassent ta connaissance? Ok, je m'appelle Amandine, j'ai 42 ans, je suis maman de trois enfants. Mon aîné a 15 ans, ma moyenne a 13 ans et la petite dernière vient d'avoir 6 ans. J'habite à Montpellier depuis 2005 et je suis quelques mois à mon compte et donc auto-entrepreneur dans le développement personnel et le bien-être. Je suis coach de vie et psychopraticienne. Oui, parce qu'en fait, on s'est croisés quand j'étais à Montpellier dans un lieu, justement à la Villa Lys, hein, c'est ce que tu m'avais Tout dit, on à s'est fait, croisés. c'est ça. Cette tanière qu'a créée Alexandre, tu m'as suivi sur les réseaux sociaux ou tu as vu une Un petit peu, oui, sur publication Instagram, ouais, tout à fait, ouais, sur Instagram, ouais. et tu as souhaité venir partager ton histoire. Et en plus, tu m'y Ben, as convié, donc je te remercie de m'y avoir convié, Sophie. toutes les mamans qui veulent venir témoigner sont les bienvenues. Ça permet d'alimenter et comme je disais, chaque parcours est unique. Donc c'est vraiment enrichissant à chaque épisode de connaître un peu voilà comment une maman solo connaît ses difficultés mais aussi réussit à s'en sortir malgré tout et à vivre une vie quand même un peu plus sereine et épanouie. Ben justement, Amandine, est-ce que tu peux nous partager ton parcours de vie puisque je sais que tu as été mariée et maintenant maman solo? Oui, en 2005, à mon arrivée à Montpellier, dans les mois qui ont suivi, j'ai rencontré un homme avec lequel je me suis mariée. Je suis restée 16 ans. 16 ans, voilà, ça a été un mariage avec des hauts, des bas, hein, bon, comme tous les mariages. Puis, je me suis quand même rendu compte au fil des années, au fil des épreuves, au fil des disputes, que j'étais pas heureuse dans ce mariage, j'étais pas heureuse dans ce couple. Il me manquait quelque chose. Je m'étais oubliée derrière mon rôle d'épouse, justement, derrière mon rôle de maman, de vouloir être l'épouse parfaite, la maman parfaite, mais j'avais oublié que j'étais une femme qui avait des besoins de femme. Et donc, j'ai fini par sombrer dans une espèce de dépression chronique, en fait. Voilà. Surtout à la suite de ma troisième qui n'était pas attendue. Voilà, donc mon mariage s'est clôturé par un divorce. En septembre 2022, j'ai eu le courage, la force de dire stop et de retrousser les manches et de partir. Effectivement, c'est ce qui ressort aussi dans pas mal d'épisodes de mamans qui viennent témoigner, c'est qu'on s'oublie Oui. souvent dans une vie de famille, bah, le mari ou le compagnon, les enfants, la vie professionnelle, et en fait, bah, nous, personne ne s'occupe de nous, hein, c'est ce que je dis assez C'est souvent, ça. c'est qu'on ne prend pas soin de nous et on s'oublie. Est-ce que tu peux un peu nous raconter les moments les plus difficiles que tu as surmontés et auxquels tu as trouvé justement cette force d'avoir des déclics aussi pour te dire c'est pas possible, je ne peux pas continuer comme ça. Il y a eu quelques épisodes assez marquants. Donc, il a commencé à avoir de la violence au sein de mon couple. Ça, c'était quelque chose qui était très difficile à vivre. Elle n'était pas forcément physique, hein, je tiens à le préciser. J'ai pas été une femme battue, Dieu merci. Mais voilà, il y avait de la violence, que ce soit de sa part ou de ma part, hein. C'était beaucoup de cris, c'était beaucoup de mots blessants, hein. Donc, ce qu'on appelle la violence psychologique. Il y avait beaucoup de dénigrement des deux côtés. Du coup, mon mal-être rejaillissait aussi sur mes enfants, sur l'éducation que j'apportais à mes enfants. J'étais une maman qui était pendant de longues périodes irritable, surmenée, fatiguée. Donc, voilà, quand mes enfants rentraient de l'école, j'étais en mode automatique. J'essayais de m'en occuper, de les faire goûter, de gérer les douches, les devoirs, le repas du soir. Mais j'arrivais plus à leur donner, si tu veux, des moments de qualité, des moments d'échange, de tendresse, de partage, Voilà, j'étais en mode vraiment automatique et c'est vrai qu'avec le recul, ces moments-là, ils ont été très difficiles parce que je me reconnaissais pas en fait. Pour moi, j'étais une machine, j'étais pas la maman que je voulais être, j'étais pas la femme que je voulais être, incapable de donner de l'affection, j'étais
Voilà, mon ex-mari me disait, tu es une militaire. À la maison, il faut que ça ce soit un rythme militaire qui soit cadré comme ça. Et c'est vrai qu'autant ces mots me blessaient quand je les entendais, et autant quand je me recroquevillais à l'intérieur de moi et que j'étais seule avec moi-même, je savais qu'il avait raison et je savais que j'imposais cette espèce de rythme, de cadre, de règles, parce que c'était ma manière de tenir, en fait, c'était ma manière de pas craquer. Mais ça me convenait pas. Donc il a fallu me rendre compte de tout ça, prendre du recul et me dire si ça te convient pas, il faut que ça change. Donc il fallait que je change des choses dans ma vie. Donc j'ai commencé à vouloir essayer de prendre soin de moi. En fait, j'ai eu la chance de participer à des journées bien-être, détente, des journées 100% femmes, où il y avait pas mal d'activités de tout type, hein. Ça passait par le soin, le massage, la coiffure, le maquillage, et puis aussi des petits ateliers de soutien psychologique, de coaching, d'épanouissement personnel, voilà, avec des petits tests, des petits bilans, des choses comme ça. C'est vraiment les premières choses qui m'ont aidé à prendre conscience que j'étais pas bien, que ma vie ne me convenait pas et que je voulais changer des choses, dont ma relation avec mes enfants. Après, un des autres moments les plus difficiles, ça a été ma troisième qui n'était pas prévue. Si tu veux, elle est arrivée en 2018 à un moment où j'ai estimé que les deux grands étaient assez grands pour pouvoir entendre que je voulais quitter leur père. Et voilà, ça a été un voyage, un oubli de contraception, un rapport sexuel, juste un. Des fois, il n'y en a pas besoin de beaucoup. Et bam, au bout de 4 mois, je me sentais pas bien, je commençais à avoir des nausées. Bon, les symptômes d'une femme enceinte, quoi. J'avais déjà eu 2 grossesses, hein, je savais qu'il y avait quelque chose qui tournait pas rond. Et puis test de grossesse, et puis voilà, résultat positif. J'étais à 16 semaines, donc j'avais quand même fait ce qu'on appelle un beau déni de grossesse, hein, parce que j'avais pas pris un gramme. J'avais mes cycles menstruels qui continuaient pendant les 4 premiers mois de ma grossesse. Et ça a été un coup dur. Parce que, enfin, au moment où je me sentais prête à quitter ce mariage qui me convenait pas, où je me sentais prête à tourner la page, bam, je me retrouve enceinte. C'est vrai que ça m'a un peu coupé l'herbe sous le pied et ça m'a fait un peu me sentir, pas la force de partir seule avec 2 enfants, oui, mais seule avec 2 enfants et enceinte, non. Donc je suis restée. Voilà. Je comprends bien que là, ça a été vraiment, comme tu dis, l'accident qui t'a freiné, qui t'a empêché de retrouver aussi ta liberté. Professionnellement, tu exerçais un métier, il me semble que tu gardais des Alors, enfants, c'est ça? oui, c'est ça, Non? tout à Oui, fait. c'est ça. Professionnellement, quand j'ai rencontré donc mon mari, je travaillais en crèche. Après, pour des raisons diverses et variées, j'ai travaillé auprès de particuliers. Et puis quand je me suis mariée et que j'ai eu mes enfants, j'ai demandé mon agrément d'assistante maternelle pour pouvoir voilà travailler chez moi et garder ce contact précieux que je voulais garder avec mes enfants. Donc garder les enfants des autres, c'était OK, c'était mon travail, mais je voulais pas pour ça ne pas garder les miens. Donc en fait, assistante maternelle à domicile, pour moi, c'est le bon compromis. Et donc, j'ai pratiqué jusqu'en 2015. Et en Oui. 2015, voilà, un peu de surmenage, de fatigue, de craquage. J'avais besoin de me recentrer sur ma famille, mes enfants, surtout. J'ai décidé Ouais. d'arrêter mon activité professionnelle, ouais. Justement, quand tu exerçais ce métier, ça allait bien avec les autres enfants, puisqu'au démarrage, tu nous disais que tu étais irritable, énervée contre tes enfants. C'est intéressant que tu soulignes ce point-là parce que d'ailleurs, c'était un des reproches de mon ex-mari et c'est une des raisons pour lesquelles j'ai arrêté. C'est qu'il me disait, tu donnes tout ton temps, ton affection, ta capacité d'écoute, ton énergie aux enfants des autres. Et quand tes propres enfants rentrent le soir à la maison, t'es moins disponible et tu leur dis, je suis fatiguée, maman elle est fatiguée, elle a travaillé toute la journée. Bon. Niveau professionnel, j'ai jamais rencontré de difficultés particulières, quoi. J'étais tellement bien dans ce métier-là, j'y prenais tellement du plaisir, puis c'était pas mes enfants, donc c'est vrai qu'on peut supporter un enfant, voilà, qui pleure. On se dit, il pleure, il a un problème. Moi, je suis là pour m'occuper de lui, je résous son problème. Voilà. Le canal affectif n'est pas le même en fait quand on est professionnel de la petite enfance. Et quand on est maman, c'est deux choses totalement différentes. Alors, quels ont été ou quel a été le déclic qui t'ont amené justement à arrêter ton travail? L'arrêt du travail, ça a été vraiment une décision. Comme je te dis, voilà, il y avait beaucoup de disputes avec le papa, beaucoup de reproches de tu te consacres à ton travail, pas à tes enfants. Et lui avait des difficultés sensorielles, il était malvoyant, aveugle, hein, mais malvoyant. Et en fait, les conditions d'accueil de jeunes enfants demandent des normes de sécurité assez exigeantes. Donc, si tu veux, il y avait des blocs fenêtres, il y avait des blocs prises, il y avait des blocs placards, il y avait des... Voilà. Et ça, c'était des choses qui, pour lui, le mettaient en difficulté énormément. Donc, ça le dérangeait un petit peu. Et c'est vrai que je me suis sentie un peu envahie dans mon espace personnel. Le fait qu'on ait des contrôles réguliers, quand même, hein, on est quand même encadré par la PMI. On a quand même une personne, soit, enfin, moi, c'était une puéricultrice, des fois, c'est une sage-femme ou une éducatrice de jeunes enfants
qui viennent nous contrôler à domicile, voir si notre domicile est aux normes, voir si tout est sécuritaire, voir si bah, nous, on est en aptitude de s'occuper d'enfants en bas âge. Ils contrôlent aussi le conjoint. Hein, voilà, il faut savoir que c'est un métier qui est très encadré, justement. Et c'est un peu tout ça qui m'a fatiguée, usée psychologiquement. C'est pour ça que j'ai décidé d'arrêter. Après, je me suis renfermée sur moi et sur ma vie de maman et du coup, je me suis concentrée que à mes enfants, ce qui a fini par aboutir sur un beau burn-out parental parce que je ne faisais plus rien d'autre que mes enfants, mes enfants, mes enfants, mes enfants, mes enfants. Là, tu n'avais pas d'autres activités en parallèle, Non, des loisirs, des non, 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 sorties, non, 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 non. Pendant 2 ans, je me suis enfermée et au rester bout de deux enfermé, ans, oui. au bout de 2 ans, j'ai craqué et j'ai commencé à ressortir un petit peu la tête de l'eau, ben, ne serait-ce qu'en ayant des contacts avec les mamans de l'école, ne serait-ce qu'en faisant un petit peu de bénévolat dans le quartier. Voilà, en ayant des petites activités comme ça bénévoles. En reprenant un petit peu une activité physique aussi, en participant à des cours de sport, tout simplement une vie sociale en fait, sortir de ce foyer là où on est bien. Hein. Moi, j'étais bien dans mon foyer, mais bon, d'un moment, j'étais en saturation quoi. C'était se lever le matin, préparer les enfants, faire à manger, faire le ménage, faire les papiers, faire les courses. Mais il y avait que ça quoi. Finalement, il y a plus de plaisir. Il y avait plus de plaisir. Il y avait plus de notion de plaisir. Il y avait plus de notion de loisir. Il y avait plus de notion de prendre soin de moi. Comment tu as repris justement cette envie de sortir et de te retrouver parce que comment ça s'est passé avec ton mari puisque tu étais sur le point de le quitter alors que tu es tombée enceinte. Donc tu es restée combien de temps après la Je suis troisième? tombée enceinte donc en 2017. J'ai accouché le 29 janvier 2018 et j'ai quitté mon mari en septembre 2022. Donc on va dire que je suis restée Hmm. donc 5 ans. Comment ça s'est passé? Ben si tu veux, j'ai pas parlé de mon projet de divorce hein, puisque j'avais un test de grossesse positif, donc j'avais autre chose à dire à mon ex-mari. Il a été sous le choc. En fait, on a été tous les deux sous le choc, hein, comme des parents qui s'attendent pas à avoir un enfant, je pense. Hein, c'est voilà. Un enfant, quand c'est désiré, c'est une bonne nouvelle, c'est de la joie, c'est du bonheur. C'est quand on s'y attend pas, bah, c'est un peu différent. Enfin, moi, j'ai sombré dans un postpartum pas très cool, puis une belle dépression. Donc, et c'est là que j'ai apprécié ses capacités de père, parce qu'autant pour les 2 premiers, il n'avait pas forcément été très présent, il n'avait pas été forcément beaucoup dans le soutien. Et autant pour la troisième, mais il n'a pas eu le choix, parce que moi, je suis descendue au 36e dessous. J'ai passé des jours et des jours à pleurer, à pleurer, à pleurer. Je ne voulais plus sortir de la maison, je ne voulais plus amener les grands à l'école, voilà. Donc, il a pris le relais, occupé des grands, des 2 grands déjà. Et moi, j'ai pu être en mode automatique et louve avec la petite dernière. Donc, voilà, je l'allaitais, je lui changeais la couche. Bon, fait un nourrisson, les premiers mois, ça demande pas beaucoup à part des câlins et ça mange et ça dort. Et puis, c'était quand même un bébé qui manifestait son envie d'être là et son envie de vivre et donc qui pleurait beaucoup. Donc, le soir, il gérait les grands et puis après, il prenait le relais avec la petite qui pleurait énormément, qui avait besoin d'être bercée pendant des heures et des heures, qui avait besoin qu'on lui masse le ventre, qui a fait beaucoup de coliques du nourrisson jusqu'à 3 mois et demi. Donc voilà, les premiers mois de l'arrivée de cette petite puce n'ont pas été des plus sereins et des plus calmes. Je tiens quand même à souligner que je remercie mon ex-mari d'avoir été là et de m'avoir soutenue dans cette épreuve, quoi. Parce que s'il m'avait pas soutenue, j'aurais sombré, hein. C'est ce que je voulais te poser comme question, c'est mais quel autre soutien tu avais dans ces moments difficiles parce que je ne sais pas du tout s'il y a des psychologues, des thérapeutes qui maman. Ma généraliste m'avait encouragée à consulter, mais je t'avoue que j'ai pas eu le courage. Je sais pas si c'est une question d'envie ou de courage, ou d'aller se mettre à nu, de raconter ses problèmes, voilà. Non, je me suis renfermée complètement sur moi, Sophie, et je suis restée isolée. Même ma famille, j'arrivais pas à le dire, en fait. J'arrivais pas à parler, j'arrivais pas à appeler au secours, j'arrivais pas à dire, oui, coucou, regardez-moi, je suis là, j'ai besoin d'aide, je coule. Donc, non, non, on est resté en vase clos pendant des mois sur nous-mêmes, en fait. Et ça a été entre 12 et 18 mois que un jour, j'ai relevé la tête et j'ai dit, bon, là, il faut faire quelque chose parce que mais les antidépresseurs m'ont beaucoup aidé. Hein. La seule énergie que j'ai eue, c'est d'aller voir ma généraliste qui savait que je n'apprécie pas forcément le milieu hospitalier, les médecins, tout ça. M'a dit, moi, dans l'état où vous êtes, c'est soit je vous mets sous antidépresseur et je vous accompagne très régulièrement, c'est-à-dire que vous venez me voir toutes les semaines, soit je vous fais hospitaliser en psychiatrie. Donc, bon, l'ultimatum a été de choisir l'option, si je puis dire comme ça, hospitalisation à domicile, avec donc des visites très régulières chez mon médecin traitant où elle prenait des nouvelles, elle prenait des nouvelles de la petite, elle vérifiait que la petite grossissait, que la petite mangeait bien, que voilà, il n'y avait pas trop de soucis à ce niveau-là.
J'ai eu la chance d'avoir une médecin généraliste réactive et elle a pris À soin de moi. Elle l'écoute, a fait à à l'écoute, l'écoute et ouais, bienveillante, voilà, elle bienveillante. était Ouais. vraiment. C'est rare d'avoir justement ces médecins auprès de nous à ces moments-là. En général, oui, il y a aussi les pédiatres puisqu'il faut faire surveiller les bébés tous les mois Oui, et j'ai été à ma troisième grossesse, c'était mon troisième enfant, donc si tu veux, j'avais moins le stress de est-ce qu'elle a pris un gramme, est-ce qu'elle a pris un centimètre, est-ce que... Au bout d'un moment, je pense on acquiert une certaine oui, expérience qui fait qu'on est moins ouais. dans le stress, moins dans l'anxiété. Donc, elle avait quand même son suivi, hein. J'ai quand même joué mon rôle de maman, je l'ai quand même fait suivre par une pédiatre, sans aucune angoisse et sans aucune appréhension par rapport à sa santé. Je voyais bien qu'elle allait bien, quoi. Donc, ça allait. J'avais pas de pression de ce niveau-là. Donc après cet épisode de postpartum, de dépression, une fois que tu commençais à prendre conscience qu'il fallait que tu réagisses pour être mieux dans ton corps et dans ta tête, qu'est-ce que tu as mis en pratique? Pour être honnête, Sophie, ça a été assez long parce que donc j'ai accouché, comme je l'ai déjà dit, en janvier 2018. J'ai fait un bon postpartum, une bonne dépression sur une année, voire 18 mois. Donc, ça nous fait arriver à 2019. Et puis, quelques mois après, il y a eu la crise du Covid. Donc, il y a eu le confinement. Ça a été encore assez difficile. On a eu quelques semaines, quelques mois un peu difficiles hein, avec les enfants à la maison. Il a fallu gérer l'école à la maison. Petit à petit, je me suis noyée dans le prendre soin des autres. J'ai voulu oublier mes problèmes, ma douleur, mes soucis, mes difficultés, et je me suis mis à fond dans le bénévolat. Et la crise du Covid a été, ben, si je peux le dire comme ça, le moment idéal pour faire ça. Donc, je me suis lancée à fond dans plusieurs associations. J'ai fait des masques. Moi qui n'avais jamais cousu de ma vie, et ben, écoute, on s'est réunis dans un petit local avec des couturières. On a réuni des machines à coudre. On a récolté du tissu. Voilà, on s'est mis à fabriquer des masques. Après, on a distribué des masques. Après, je me suis mis à faire des colis alimentaires pour des étudiants qui se trouvaient en pleine crise du Covid et principalement des étudiants étrangers qui n'avaient pas forcément de bourse, qui n'avaient pas forcément de revenus de la part de leur famille, qui n'ont pas forcément les moyens hein, au pays d'envoyer de l'argent à leurs enfants. Et donc, on s'est mis avec d'autres femmes, d'autres personnes à faire des récoltes alimentaires, à préparer des colis, à faire des distributions de colis. Et si tu veux, comme ça, les semaines, les mois ont passé dans cette espèce de bénévolat. Après, avec une autre association encore, j'ai fait du soutien scolaire pour les enfants qui avaient été confinés, qui avaient été comme ça, qui étaient restés à la maison. Et moi qui suis issue d'un quartier populaire, le quartier de la Paillade à Montpellier, ça va parler aux gens qui connaissent. C'est un quartier défavorisé, un quartier prioritaire de la ville. Il y a des personnes issues de l'immigration. Et c'est des enfants qui sont en fragilité, si tu veux, parce qu'ils n'ont pas forcément papa, maman à la maison qui parlent français. Ils ont beaucoup de frères et sœurs, c'est souvent des familles nombreuses. Donc, il n'y a pas forcément le cadre idéal pour travailler, pour faire les devoirs. Donc, avec les difficultés du confinement de l'école à la maison, ils avaient besoin d'un suivi, d'un maintien. J'ai contacté des étudiants de hautes écoles comme l'ENA, comme Montpellier Business School à Montpellier. Et j'ai eu des super étudiants qui ont accepté de tutorer des petits élèves de primaire pour les maintenir dans un espèce de soutien. Surtout, ce qui était important pour nous, on voulait mettre l'accent sur le lire, écrire et compter. On voulait éviter que les enfants de primaire arrivent au collège avec trop de lacunes, trop de retard, parce qu'on sait qu'après au collège, voilà, le retard, il est difficile à rattraper. Donc, pendant toutes ces années, 2020, 2021, jusqu'à quasiment juin 2022, on va dire, et faire du bien aux autres, en fait, ça me rendait heureuse, hein, je vais pas me mentir, mais je rentrais chez moi, les problèmes, ils étaient toujours là, les difficultés étaient toujours là, les soucis avec mes enfants, les soucis avec mon ex-mari. Lorsque tu faisais ce bénévolat, tes enfants étaient à la maison? Il y avait le confinement. Pendant les périodes du confinement, oui. Donc, en fait, j'étais la journée avec eux, la nuit sur mon PC. Je dormais très peu. Les personnes que je tutorais, enfin, les étudiants avec qui je collaborais me disaient, mais on comprend pas, tu nous envoies des mails à 3 heures, 4 heures du matin. J'avais besoin de ne pas penser, en fait. Je me donnais à fond pour oublier aussi. Alors, j'en étais pas consciente à l'époque, hein. Ça, j'arrive à le dire, Sophie, maintenant, avec le recul. Quand j'étais en plein dedans, pour moi, c'était, je me donnais, et puis je me régalais, puis je m'éclatais. Puis quand même, j'ai vu mes enfants au fil des semaines, au fil des mois, me dire, mais maman, tu donnes ton temps aux autres, tu fais tout pour les autres, mais t'es plus là, t'es plus à la maison, t'es plus avec nous. Il faut pas qu'on te parle, il faut pas qu'on t'approche, il faut qu'on te laisse tranquille, il faut qu'on te laisse du temps. Et bon,
forcée de me rendre compte que tout donner à la maison ou tout donner à l'extérieur, finalement, il n'y avait aucune des deux solutions qui était la bonne. Il fallait trouver un juste milieu et un équilibre à tout ça. Putain, nous, on attend la suite. Donc, Moi, je suis voilà, donc j'attendais, je faisais une pause pour curieuse. laisser un peu de suspense. Donc, du coup, là, j'ai eu la force, le courage, enfin, de contacter le service psychiatrique et de demander de l'aide en expliquant un peu par où je passais, par quoi je passais et que je pensais, voilà, que vraiment j'avais besoin d'un soutien psychiatrique, hein, plus que psychologique même, pour m'aider à me sortir de cette dépression, de ce postpartum, de ce burn-out, voilà. Et j'ai été accompagnée par une psychiatre du CHU qui m'a fait faire ce qu'on appelle une TCC, thérapie cognitivo-comportementale. Donc, j'ai été accompagnée pendant 3 mois. Et ça m'a permis ça, plus la reprise d'activités, de loisirs, de sport, de revoir des copines, de sortir, de prendre du temps pour moi, de ressortir un peu la tête de l'eau et de me dire, bon, ben voilà, là, tu as passé 16 ans avec des hauts, des bas, tu as passé 3, 4 dernières années, vraiment, ça va pas. L'arrivée de ta fille, tu t'y attendais pas, tout ça, il y a eu la crise du Covid, le confinement. Fais le point sur toi, sur toi-même, sur ta vie. Qu'est-ce que tu veux pour être heureuse? Enfin, prends le temps d'être toi seul face à toi-même et de te dire, voilà, qu'est-ce que tu veux? La conclusion était là, c'était une évidence, elle était au fond de moi depuis des années, mais je la cachais avec un mouchoir, il fallait que je divorce, tout simplement. Il fallait que je quitte le père de mes enfants parce qu'il n'était pas l'homme dont j'avais besoin, il n'était pas le partenaire de vie dont j'avais besoin, il n'était pas, voilà, j'étais pas épanouie dans ce mariage en fait. Quand on a échangé toutes les deux avant de préparer ce podcast, tu m'as Oui, dit, moi, je suis partie une semaine toute seule, justement, pour refaire le point sur moi, sur ma vie, sur mes ouais. besoins. Alors, ce qui s'est passé en fait à l'été 2022, c'est que d'abord, je suis partie en vacances au Maroc, parce que mon ex-mari était marocain, donc je suis partie chez ma belle famille. Je suis d'abord partie 3 semaines, et puis après, on a passé 15 jours de vacances ensemble, et puis après, arrivé au mois d'août, moi, je suis partie toute seule chez mes parents, chez mon père, en pleine campagne, en pleine nature, voilà. Et là, je me suis dit, ça va être le moment idéal pour faire le vide, te retrouver avec toi-même. Et encore une fois, j'ai eu ce sentiment de certitude et la réponse à mes questions, elle était là. Enfin, la clé de mon problème, il était là. Il était, ma belle, il faut que tu divorces, hein. Il n'y a pas à chercher midi à 14 heures. Si tu veux atteindre enfin ton épanouissement, si tu veux enfin récupérer ta liberté, te libérer de toutes les chaînes que tu t'es mis, de tout le poids, de la pression, de plein de choses qu'il y avait de malsain dans ce mariage et dans cette relation que j'avais avec mon ex-mari, c'était le divorce. Donc, je suis rentrée fin août, domicile conjugal, donc à Montpellier, et je lui ai annoncé dans les jours qui ont suivi que ma décision était prise. Il a refusé, il m'a demandé du temps, donc c'est là qu'effectivement, comme je t'avais dit, je suis partie une semaine chez une amie parce que j'avais besoin de ce temps pour moi, de ne pas être sous, comment dirais-je, On va de changer sous ce, d'environnement, hein, ouais, voilà, changer changer d'environnement. d'environnement. C'est vrai que c'est pas une décision facile, un divorce, pour quelques personnes que ce soit, pour quelques situations que ce soit. Mais en plus, quand c'est la femme qui prend la décision, quand il y a un climat tendu, quand il y a un climat un peu de domination de l'homme, en fait, on va dire, hein, il faut pas se mentir, j'étais quand même un peu soumise. Et voilà, il me fallait cette force, il me fallait ce courage. Et du coup, il m'a fallu m'isoler pour ne pas avoir ces regards, pour ne pas avoir ces regards de travers, pour ne pas avoir ces reproches, pour ne pas avoir voilà, ces phrases méchantes, ces piques, ces choses qui vous font mal au moral finalement et qui peuvent vous faire marche arrière et vous couper l'arbre sous le pied et vous vider l'énergie de partir en fait. Et ça m'a reconforté dans ma décision et quand je suis revenue à mon domicile conjugal, j'étais encore plus déterminée que jamais. Donc j'ai reconfirmé mon choix de le quitter et de divorcer. Et donc là, il a fini par me dire, tu veux divorcer, divorce. Voilà. Je pouvais, j'avais eu l'autorisation, le Saint Graal, de divorcer. Donc, c'est ce que j'ai fait, hein. Et comment ça s'est passé? Parce que, ok, il accepte, mais par rapport à vos enfants, comment vous avez su gérer juste cette séparation? Parce que je pense qu'ils l'ont senti, hein, à force de te voir partir, Bien sûr, ils l'ont d'être senti, ils l'ont seule. compris. Moi, je suis je suis une maman qui parle beaucoup, parce que je pense que le dialogue, c'est hyper important. C'est ma vision de la vie, de l'éducation. Je pense que les enfants, déjà, c'est des éponges émotionnelles, hein. Surtout là, je parle d'un Mm. nourrisson, un bébé, c'est une éponge émotionnelle. Même après, en grandissant, il reste ces éponges qui absorbent les choses. Plus ils grandissent, plus ils comprennent, ils entendent les cris, les disputes, les conversations, les mots, les phrases. Et donc, pour moi, c'est hyper important d'expliquer, d'être dans le dialogue, parce que
si on met les enfants à part de côté, finalement, ça leur crée des angoisses. C'est les laisser tout seuls avec leurs questions, leurs interrogations, leurs peurs. Lui, il était dans le on dit pas, on dit rien, on cache, on montre pas, ne pleure pas devant les enfants. Et moi, j'étais au contraire dans je pouvais aller pleurer dans les bras de mon fils, dans les bras de ma fille, et j'étais tout à fait en capacité de leur dire, ben voilà, maman, aujourd'hui, elle est fatiguée, maman, aujourd'hui, elle est triste, mais c'est pas grave, demain, ça ira mieux. Bon, et puis là, je leur ai expliqué que voilà, l'histoire entre papa et maman, ça y est, elle était finie, c'était terminé, maman n'aimait plus papa, papa n'aimait plus maman, qu'ils allaient se séparer, mais que ça changeait rien, en fait, qu'on était une famille, que je restais leur maman, que leur papa restait leur papa, qu'on les aimait très, très fort. Voilà, je pense qu'ils avaient besoin d'entendre ces mots-là. Donc, j'ai la petite qui a été à peu près OK, qui n'a pas trop compris tout ce qui se passait. Et puis, comme elle était Mm. avec moi, la moyenne qui était OK aussi, il n'y avait pas de souci. Et le premier, l'aîné, par contre, lui, il a un peu mal vécu, mal vécu. Au début, ça a été oh, bah dis donc, méchante maman, tu quittes papa, puis tu le laisses tout Mm. seul, puis il pleure, il est triste, c'est pas cool. Et puis finalement, au bout de quelques semaines, il a commencé à revenir vers moi. Et donc, on a réussi à être un peu dans le dialogue avec le papa et à se dire, bon, on se sépare, donc il faut instaurer un mode de garde. Oui, Voilà. c'est mieux. Et c'est mieux. Bah, d'un commun accord, on a fait une semaine, une semaine. Moi, j'ai gardé la petite parce qu'elle avait vraiment besoin d'être avec moi, que lui n'était pas en capacité de s'en occuper. Donc, il a été OK pour que je garde la petite à plein temps. Après, la petite le voyait quand elle voulait, hein, il n'y avait pas de souci, n'importe quel jour de la semaine. Je suis restée dans une proximité géographique aussi pour ça. J'ai pas voulu les éloigner de leur père. Et les deux grands étaient en capacité de gérer le fait d'aller une semaine chez papa, une semaine chez maman. Il n'y avait pas de souci. Donc, ça s'est fait à peu près naturellement. Et puis après, avec les procédures judiciaires qui se sont enclenchées, et l'avocate, c'est ce qu'elle a demandé. Elle a demandé une garde alternée. Le juge a validé la garde alternée. Donc voilà, il n'y a pas eu de... En ce qui concerne la garde des enfants. Et alors financièrement, pendant ces périodes où tu n'étais pas bien, tu ne travaillais pas, donc tu t'es quand même, bah, c'est ton mari, je suppose, qui subvenait à vos besoins. Quand vous êtes divorcés, tu as dû reprendre un travail. Comment ça s'est passé? As-tu eu l'idée de te lancer après dans le bien-être, comme tu disais, Oui, dans le développement personnel? Est-ce que c'est arrivé à ce moment-là ou oui, pas ex- ouais, ouais, c'est voilà. arrivé à ce moment-là. Annoncé officiellement mon souhait de partir en septembre 2022. Je suis partie officiellement le 11 novembre. On quitte pas le domicile conjugal comme ça, hein. Quand on est marié en France, il y a des règles, il y a des lois, il y a des... Voilà. J'ai essayé un peu de suivre les procédures et le cadre judiciaire. Donc oui, les dernières années, c'était effectivement mon ex-mari qui subvenait effectivement aux besoins de la famille, du foyer. On a la chance d'être en France aussi, d'avoir la CAF, la Caisse des allocations familiales, qui, voilà, on a des prestations, etc. Moi, j'avais déjà accompagné des femmes en difficulté dans leur couple, dans différents rendez-vous administratifs, tout ça, donc je savais un petit peu comment ça se passait. Et je savais que j'avais intérêt pour sauver mes fesses, on va dire, si je peux dire ça comme ça, d'anticiper les choses et d'aller tout de suite déclarer ma situation à la CAF, d'aller tout de suite demander des aides. Donc, comme je l'ai fait, si tu veux, la CAF m'a accompagnée, m'a fait faire une demande de RSA. Donc, très rapidement, en fait, j'ai eu des aides. Mais finalement, quand on est maman solo, voilà, ça part vite, hein, parce que j'avais pas de logement, c'est moi qui suis partie. Donc, voilà, il fallait quand même payer un loyer, payer une caution. Si tu veux, je pense que j'ai une force de vie, une force de caractère qui fait que quand j'avais pris ma décision de enfin le quitter, enfin divorcer, je savais dans ma tête que j'allais retravailler, que j'allais reprendre un travail parce que moi, vivre au crochet de la société pendant des mois, voire des années, c'est pas ma tasse de thé, c'est pas mon délire. Et puis j'ai besoin de m'épanouir aussi dans un travail, j'ai besoin de m'épanouir dans quelque chose, dans une activité tournée vers les autres. Et donc, je me suis dit, ben, puisque tu as fait du bénévolat pendant des années, voilà, enfin, en fait, j'ai fait un peu un bilan de compétences, si tu veux, entre moi et moi-même. Je me dis, qu'est-ce que tu as fait ces dernières années? Qu'est-ce que tu as fait tout au long de ta vie? Qu'est-ce que t'aimes pas? Vers quoi tu veux retourner, pas retourner? Donc, je savais que le monde du salariat, c'était hors de question. Faut savoir que j'ai un profil psychologique atypique. Je suis ce qu'on appelle HPI, donc haut potentiel intellectuel, et j'ai aussi un TDAH, donc trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité. Donc, ce qui fait que j'ai un peu des soucis de mémoire, des soucis de concentration, je suis un peu impulsive, voilà, j'ai du mal à travailler en équipe, tout ça. Donc, le monde du salariat, c'était quelque chose que j'ai vécu pendant des années, mais j'ai très mal vécu. Mon métier qui était de garder des enfants, que j'ai pratiqué pendant plus de 10 ans, je voulais pas y retourner. Les enfants, ça y est, j'avais eu ma dose. Je m'étais occupée de ceux des autres, je m'étais occupée des miens, ça y est, je voulais partir dans quelque chose de tout à fait différent. Et je me suis dit vers quoi je pourrais partir. Et en fait, j'ai repensé à ces journées 100% femmes que j'avais fait, j'ai repensé à mon suivi psychologique, à mon suivi psychiatrique, j'ai repensé à tout ça. Je me suis dit, mais je veux faire ça, en fait, je veux aider les gens, je veux aider les femmes, je veux aider les mamans en difficulté.
Donc au départ, le projet était un peu flou, hein. Est-ce que je veux devenir psychologue? J'ai pas forcément envie de retourner sur les bancs de la fac. Donc on va essayer de chercher quelque chose. Donc psychologue sans diplôme, bah, finalement c'est pas un psychologue, c'est une psychopraticienne. Alors sans diplôme, c'est pas vraiment sans diplôme, mais c'est des formations. Et je voulais être coach. En fait, j'avais ces deux mots dans ma tête. J'avais psy et j'avais coach. Et donc et puis, j'ai été aussi accompagnée par le CIDFF, Centre d'information du droit des femmes et des familles, parce que quand on est comme ça en statut de femme divorcée, on demande le RSA, et donc on est accompagné aussi vers une réinsertion professionnelle et vers un projet professionnel. Et donc, j'avais une conseillère en orientation professionnelle j'avais des rendez-vous tous les 15 jours. Et elle voulait m'attirer vers des métiers dits, pas d'avenir, mais disons où il y a potentiellement du travail. Et c'était serveuse, femme de ménage, caissière, enfin des métiers qui ne me faisaient pas rêver du tout, quoi. Et donc, c'est là que je lui ai dit, mais moi, écoutez, j'ai des mots dans ma tête, j'ai coach et psy. Elle m'a dit, OK, ben, on va creuser, creuser. Donc, elle me donnait des exercices à faire, des recherches à faire. Et petit à petit, comme ça, de semaine en semaine, le projet a pris forme. J'ai trouvé des formations en ligne. J'ai cherché des financements pour me faire financer mes formations. Donc, il faut savoir que dans le développement personnel et le bien-être, l'État ne reconnaît pas encore ces pratiques. Donc, il n'y avait aucun moyen de financement. Donc, Dieu merci, j'avais des petites économies personnelles que j'avais négociées avec mon ex-mari quand on s'est séparés. Et je lui ai dit, voilà, je pars avec les économies, hein. Je ne pars pas les poches vides. Toi, tu gardes la maison, mais moi, je prends les économies. Et grâce à ces économies, j'ai réussi à me payer des formations. Donc, je me suis formée pendant 6 mois à peu près. J'ai enchaîné 3 formations. J'ai fait coach de vie, j'ai fait coach en santé et nutrition et j'ai fait coach conjugal. Après, j'ai rajouté un module en psychologie, un module en psychiatrie. Et j'aimerais, là, dans les semaines à venir, rajouter un module PNL, programmation neurolinguistique, et la formation à l'énéagramme aussi, pour apprendre à se connaître et à connaître ses profils, voilà, pour apporter un suivi de qualité, un accompagnement de qualité à mes futures clientes. Ah, moi, je connais tout ce dont tu parles, puisque je suis aussi passée par là, hein. Les formations de coaching, de bien-être, non, ce n'est pas des métiers d'avenir, hein, surtout pour France Travail. Et c'est une belle leçon que tu donnes aux toutes les femmes qui veulent juste se reconvertir et avoir justement peut-être des informations, des ressources où aller pour accomplir cette reconversion. Est-ce que tu aurais des leçons de vie à partager aux autres mamans solo ou des conseils, ce que je fais à chaque fin de podcast, parce que là, on va arriver à la fin. Tips, des astuces, des conseils, Ne pas s'oublier, penser à soi, toujours penser qu'on est une femme. C'est un peu l'intitulé des groupes de parole que j'organise en ce moment. Alors, c'est des ateliers en fait où j'invite les femmes à libérer leur parole, à partager voilà leurs soucis, leurs difficultés qu'elles rencontrent, que ce soit avec leurs enfants, leurs parents, leur mari, peu importe. Et je les amène petit à petit à travers des exercices, à leur faire prendre conscience qu'elles sont des femmes avant tout, et qu'on a toutes tendance à un moment dans nos vies et la société nous y encourage hein, à nous oublier, en fait. Hein. Voilà, on doit être la mère, on doit être l'épouse, on doit être la collègue de travail, on doit être la voisine, on doit être la fille de nos parents, etc. Mais la femme, mais il faut qu'elle prenne du temps pour elle. Donc, si j'aurais quelque chose à dire à ces femmes qui vont m'écouter, à ces femmes qui vont écouter ton podcast, Sophie, ben, c'est ne vous oubliez pas. Vous avez le droit de penser à vous, vous avez le droit de prendre du temps pour vous. Voilà, ça peut passer à travers un massage. Moi, j'avais la coach qui m'avait accompagnée pendant quelques séances qui m'avait dit, ben, toi, qu'est-ce qui te fait plaisir à toi? Moi, j'avais dit, ah, mais tu sais, moi, me faire masser, c'est mon kiff, quoi, c'est mon rêve. Elle m'avait dit, mais tous les mois, tu te fais plaisir, tu vas te faire masser pendant 1 heure. Bon, après, chacune, en fonction de son budget, ses capacités financières, hein, elle peut s'offrir un massage. Si y en a une, c'est la natation, et bien qu'elle fasse de la natation. Si y en a une, c'est l'équitation, qu'elle fasse de l'équitation. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est important qu'on n'oublie pas, voilà, cette petite flamme qu'on a à l'intérieur de nous, et cette petite fille qu'on a été, et nos rêves d'enfant, en fait. Nos rêves d'enfant. Et de quoi on a besoin aujourd'hui dans notre vie d'adulte pour nous épanouir, pour être bien, pour être sereine, pour être. Moi, j'ai passé des mois très difficiles, hein, je vais pas mentir. Hein. Les premiers mois après la séparation, ça a été des mois très douloureux. Je posais mes enfants à l'école, je me retrouvais toute seule entre 4 murs blancs. Je me disais, ouh là là. Et puis, ben, finalement, petit à petit, voilà, cette énergie, cette envie de faire du bien, de reprendre un travail, de me former, je me suis prise au jeu et au goût de la formation. Je me suis régalée pendant des mois.
Et l'énergie, petit à petit, est revenue. Et puis ma rencontre aussi avec la Villalise, avec Alexandre, avec des professionnels du développement personnel et du bien-être, on trouve dans cet endroit beaucoup de bienveillance et d'empathie et de soutien. Donc ça fait énormément de bien, aide à se sentir forte, sereine et épanouie. Je trouve que c'est une belle conclusion, hein. Je trouve aussi. C'est une belle. Je mettrai tes coordonnées dans la description de l'épisode. Oui. Tu parlais que tu organisais des groupes de parole. Est-ce que tu les fais en présentiel ou tu les fais en ligne? Comment ça se passe? Est-ce Euh, tu as un site où on peut voir tout ce que tu peux proposer alors, comme activité? j'ai ma page Facebook et j'organise donc des groupes de parole qui sont en présentiel à la Villa Lise. Et là, récemment, avec une association qui s'appelle Esprit Libre, qui est une association culturelle qui est au cœur du quartier de la Paillade et qui me prête son local tous les premiers jeudis de chaque mois. Voilà. Est-ce que tu as continué à faire du bénévolat juste? J'aime beaucoup le métier que j'ai choisi, hein, les formations que j'ai faites, parce que ça me permet d'être tournée vers les autres. Mais à côté de ça, oui, dans mes heures de temps libre, si je puis dire, à mes heures perdues, je continue ponctuellement à faire du bénévolat. Essentiellement administratif, j'accompagne des personnes en difficulté. Et avec une amie aussi, on a continué une association qui s'appelle Multibénéf 34 et on vient en aide aux personnes les plus défavorisées, quoi. C'est des personnes qui peuvent être soit SDF, des fois dans des appartements relais, des fois dans des hôtels. Mais voilà, on crée une chaîne de solidarité, en fait, et on récupère, c'est des gens qui donnent, hein, tout simplement, des habits d'enfants, d'adultes, d'hommes, femmes. Et des fois, c'est de la nourriture. Tu me donneras toutes ces informations. Il y a des mamans solo qui rencontrent des difficultés, il n'y a pas de souci, hein. Comment est l'Amandine de 2024? La Amandine de 2024, comme je le disais tout à l'heure, elle est forte et puis surtout, elle est épanouie et ça fait du bien. Avec tes enfants, ça va mieux? Avec mes enfants, ça va. Tu as une belle relation? Une belle relation, oui. Après, j'ai deux adolescents, hein, Sophie. Donc, non, non, ça va très bien avec mes enfants au jour d'aujourd'hui. Et, j'ai recréé une relation très forte et très sereine avec la petite dernière. On trouve un équilibre. Alors, les règles sont pas les mêmes, hein, chez papa, chez maman. Donc, on s'adapte. Bien, je te remercie, Amandine, pour ce témoignage inspirant, passionnant et de voir comment tu es devenue après tous ces obstacles, hein, après tous ces passages, on va dire, à vide. C'est vraiment, ouais, un beau témoignage que tu nous as offert, hein, à tous ceux qui vont t'écouter. Merci. Donc, je te remercie beaucoup Merci à toi. et à très vite. J'espère que cette histoire vous a inspiré. Alors si vous êtes en situation de maman solo ou si vous connaissez des mamans solo et que vous aimeriez les aider à se sentir moins seules, à avoir une écoute, à avoir des informations, partagez-leur cet épisode. Je l'ai créé spécialement pour que chaque femme puisse vivre dignement et sereinement sa vie de maman solo. Et à bientôt pour un épisode d'une maman unique et authentique.